En plein cœur de Lubumbashi trône un monument riche en récits historiques. C'est celui du vaillant Kapend Moïse Tshombe, ce premier Katangé qui, après le terrible Mwamim Siringelengwa, a osé lever publiquement sa voix le 11 juillet 1960 pour revendiquer les droits de son Katanga natal à l'autodétermination. 60 ans après, que retenir de cet homme politique, victime d'un vaste complot international, assassiné dans des conditions qui restent jusqu'à ces jours non élucidées, dans une géole algérienne où il rendait l'âme le 29 juin 1969, la veille même de la célébration du 9e anniversaire de l'indépendance de la RDC et de son combat du fédéralisme comme mode idoine de gestion de la République démocratique du Congo. Par rapport à l'homme de Moïse Tshombe, qu'est-ce que je retiens, qu'est-ce que nous retenons, c'est que c'est un grand politicien qui a marqué l'histoire de ce pays, notamment dans différentes luttes pour le bien-être de la population d'une manière générale et particulièrement pour la province du Katanga à son temps. Donc c'est un homme politique très engagé dans la lutte pour la liberté, dans la lutte pour le bien-être de la population de notre pays. Moïse Tshombe est né à Kapanga. Il a fait des études à Kanene, les Nkinda, pas loin du territoire de Kamina. C'était la première école méthodiste dans la région. Et par la suite, il a dirigé l'entreprise familiale en compagnie de notre papa. Et à la fin, il est entré en politique à partir de 1958 ici à Lubumbashi, comme président de la CONACAT. C'est un modèle pour nous parce qu'il nous a enseigné les meilleurs systèmes pour gérer ce pays. Parce que le système unitaire n'a pas donné de bons résultats. Moïse Tshombe, en ce temps, un grand garçon qui a un attachement à son Katanga. Moi, ce que j'aime de lui, c'est un garçon qui quitte à pied le Katanga pour se retrouver dans l'océan de Kinshasa et y imposer son leadership. Et finalement, il va être nommé comme Premier ministre. Voilà un Katangais qui a montré que le Katanga est une grande puissance économique ou stratégique dans le Congo. Il ne doit donc pas être la queue. Mais son approche n'est pas la mienne. Lui, il se met l'idée de la fédération politique qui est stérile et conflictuelle. C'est ça même le contentieux belgo-congolais. Il faut lire ce contentieux, vous allez trouver les négociations faites avec lui, faites par lui et le Premier ministre belge, je crois que c'est M. Spaak. Vous allez trouver que ça a débouché à des résultats qui n'étaient pas acceptés par les autres puissances. C'est ce qui va même justifier stratégiquement l'avènement de Mobutu au pouvoir, l'arrestation et la mort de Tshombe. Une providence, un don de Dieu raté. Je ne pense pas que Dieu lui peut, mais je ne pense pas que le Katanga peut encore avoir un autre fils de trempe de Moïse Tshombe. Non. De quelqu'un qui a aimé le Katanga comme Tshombe. Quelqu'un qui voulait l'amour, déplacer l'amour du Katanga. Donc le rassemblement des Katangais comme Tshombe. Moïse Tshombe, qui était Premier ministre du Congo, à qui on a donné la mission de mater la rébellion de Pierre Moulele pour sauver ce pays. Il ne restait que de peu qu'il prenne Kinshasa. Moïse Tshombe, à qui on a demandé de faire la première constitution congolaise, mais fédérale.
qui a été promulgué et malheureusement, au moment de l'appliquer, Mobutu a choisi le coup d'État. Le coup d'État de 1965, d'abord, ce n'était pas un coup d'État contre Kasavubu, c'était un coup d'État contre Moïse Tshombe. Parce que le mandat de Kasavubu, qui avait commencé le 30 juin 1960, était terminé le 30 juin 1965. Le coup d'État de Mobutu a eu lieu le 24 novembre 1965. Donc ce n'était plus, Kasavubu était déjà fin mandat. Par contre, c'était Moïse Tshombe qui venait de gagner les élections législatives. Parce qu'à l'époque, le président de la République était élu par les deux chambres. Donc Tshombe venait de gagner les élections législatives. Il était tout à fait normal qu'il allait être élu comme président de la République. C'est comme ça que le groupe de Mbinza a fait un coup d'État, a organisé le coup d'État, non pas contre Kasavubu, mais c'était plutôt contre Moïse Tshombe. Tshombe était fédéraliste. Tous étaient à la table ronde de Bruxelles et c'est Tshombe, Lumumba, Kasavubu, et les Kachamura, et les Gizenga, tous ces gens-là qui ont gagné à la table ronde. Et le 30 juin, ils nous ont donné l'indépendance. C'est pourquoi nous parlons des pères de l'indépendance. Et que les Congolais, surtout la jeunesse katangaise, doit se rappeler que Tshombe est père de l'indépendance de la République du Congo à l'époque. Donc aujourd'hui, nous devons réécrire l'histoire. On ne doit plus avoir honte ni peur. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de Tshombe, tout le monde dit que non, Bataseo Kumukatakatanga. Non. Tshombe est le premier ministre de Kasavubu de juillet. Il est arrivé à Kinshasa le 6 juillet 1964. Il est nommé premier ministre le 10 juillet 1964. Et Tshombe va être Premier ministre jusqu'au 13 septembre 1965, avant de repartir en exil. Il y a tout de même des regrets quelquefois, parce que en 1963, le Congo avait été ébranlé par une guerre moléliste. Bon, les autorités de Kinshasa à l'époque, ils ont fait appel à Moïse Tshombe pour rétablir la paix. Il a rétabli la paix, il a organisé les premières élections libres, parce qu'il ne faut pas oublier, les premières élections libres organisées dans ce pays, c'est Moïse Tshombe qui les a. Mais aujourd'hui, on ne parle presque pas de lui. Et pourtant, c'est lui le premier qui a unifié le Congo après cette guerre. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas quel âge vous avez, mais toutes les provinces avaient été atteintes par les mouvements moulélistes. Et c'est Moïse Tshombe qui est venu terminer cette guerre-là. Bon, alors, quelque part, il faut quand même que le Congo soit reconnaissant, reconnaisse qu'il a fait tout de même une œuvre principale dans ce pays. Mais aujourd'hui, le seul regret pour nous, les membres des familles, c'est le Congo, les Congolais ne savent pas. Cette période, ils font semblant comme si elle n'a pas existé. Or, ça a existé. Ceux qui sont nés, ceux qui étaient déjà adultes à cette époque, ils se rendent bien compte de ce qui s'était passé en 1963 jusqu'en 1964. Et la conférence qui avait été organisée à Luluabu, c'était Moïse Tshombe qui avait inspiré cette conférence. Et vous savez que la constitution de 1963, je crois, cette constitution-là était pratiquement identique à la constitution actuelle. Or, cette constitution qui avait été élaborée à Kananga, mais c'était Moïse Tshombe qui avait aussi financé une partie de cette conférence. Et bon, il y a eu des élections qu'on a organisées ici en 1965 qu'il a gagnées, sans tricherie. Bon, mais les gens aujourd'hui font semblant comme si cette période-là n'a pas existé. C'est le seul regret que nous avons. Et c'est Mobutu qui va négocier le retour de Tshombe, et c'est Mobutu qui va provoquer encore l'exil de Tshombe et être condamné par défaut et tout et tout.
Et Tchombe va trouver la mort le 29 juin 1969. J'avais été à Madrid. À l'époque, j'étais étudiant à l'université de Bruxelles, mais j'étais parti en vacances en Espagne. Et c'est à cette occasion que je l'ai vu pour la dernière fois, de décembre 66 à janvier 67. Bon, et quand il est mort en 1969, à part sa femme, à part son enfant, j'étais le seul frère qui avait été pour le rapatriement de la dépouille mortelle d'Alger jusqu'à Bruxelles. Ça posait un problème juridique très important parce que Moïse Tchombe avait été enlevé sur le territoire espagnol, donc au départ de l'île d'Ibiza, située entre l'Algérie et les Grandes Canaries espagnoles. Alors il avait été enlevé sur le territoire espagnol. Bon, à sa mort, le gouvernement algérien, lorsque nous avons négocié avec le gouvernement algérien nous avait demandé qu'on l'enterre à Alger. Alors nous avons dit, moi et son fils, et un de ses conseillers, Nyembo Chabani, qui était là, dans les discussions que nous avons eues, nous avons dit non, nous ne pouvons pas. Le gouvernement algérien avait insisté, ici vous êtes en terre africaine, il faut l'enterrer ici. Nous avons dit non. La grande majorité de la famille, donc ses enfants et ses frères et d'autres membres de famille, se trouvent à Bruxelles. Et notre mère, à l'époque, était aussi en soins médicaux à Bruxelles. Donc nous avons insisté pour que nous allions à Bruxelles. Alors il fallait commencer des négociations avec le gouvernement belge, puisque vous ne pouvez pas, il n'avait pas la nationalité belge. Donc vous ne pouvez pas, quelqu'un qui est mort dans un territoire étranger, et venir l'enterrer en Belgique, vous comprenez que ça ne pouvait pas aller. Alors nous avons négocié quand même avec le gouvernement belge. Bon, comme Moïse Tchombe était détenteur de l'ordre de la couronne de Belgique, le gouvernement belge nous avait demandé, bon, nous acceptons de recevoir le corps ici, mais à l'enterrement, nous ne voulons pas qu'il y ait de cérémonie. Nous avons accepté, on a dit, bon, l'essentiel pour nous, c'est qu'il repose à côté de ses enfants en attendant le rapatriement au Congo. C'est comme ça qu'on a fini par... le gouvernement algérien avait mis à notre disposition un avion. Nous sommes partis d'Alger jusqu'à Bruxelles, où il est enterré provisoirement jusqu'au cimetière de Terbeek à Bruxelles. À l'époque de Mobutu, lorsque Lunda Bululu était Premier ministre, il avait sollicité pour qu'on rapatrie le corps. Et Mobutu avait marqué son accord pour que le rapatriement se fasse à l'époque déjà, mais ça n'avait pas été fait. Bon, il y a eu le gouvernement Kabila Joseph, à l'occasion d'une conférence qu'ils ont organisée. Il a aussi promis qu'il va rapatrier et le corps de Moïse Tchombe et le corps de Mobutu. Ça n'a pas été tenu. Bon, maintenant, le président Tshisekedi a reçu la famille à Bruxelles. Il a donné aussi sa promesse qu'il va rapatrier. Bon, nous attendons quand est-ce que ça va être réalisé. Mais sinon, les promesses ont été faites même déjà à l'époque de Mobutu. Mais jusqu'à aujourd'hui, le corps n'est toujours pas rapatrié. Et nous espérons que peut-être que dans les mois ou les années à venir, que les promesses du président Tshisekedi seront tenues et que le corps sera rapatrié ici pour son enterrement définitif, soit ici à Lubumbashi ou chez nous à Sandowa. Lors de la guerre de 80 jours, conduite par notre frère Mbumbu Nathanaël, le territoire de Kapanga, le territoire de Dilolo, une partie du territoire de Muchacha, il y a eu des guerres dans cette province. Mais la famille qui a subi le poids de cette guerre, c'est la famille Tchombe. On n'avait rien à voir dans cette guerre. Mais nos biens ont été occupés par l'armée congolaise pendant plus de 20 ans.
sans nous payer un seul franc. À l'arrivée des musées, c'est alors qu'on a dégagé les militaires de tous les biens. Mais lorsque les militaires sont partis, mais les biens ont été laissés dans un état de délabrement total. Ça fait pitié aujourd'hui à voir. Nous avons jusqu'aujourd'hui envoyé des réclamations au gouvernement, rien n'a été fait. C'était des biens acquis à la sueur de nos fronts. À l'époque, mon père n'était que commerçant, il avait construit. Et mes frères ne faisaient que le commerce. Mais il faut voir aujourd'hui les immeubles qu'il a construits à Sandoa. Il faut voir les immeubles qu'il a construits à Kapanga. Dans quel état les militaires, quand ils sont partis, ils ont laissé ces biens. Nous avons subi cette guerre comme tout le monde. Mais au lieu qu'on occupe les biens de tout le monde, on n'a occupé que les biens de la famille Tshombe. C'est vraiment le grand regret. Qu'on nous dédommage pour tout ce qui a été détruit, pour tout ce qui a été volé. Mais aujourd'hui, nous sommes réduits. Il y a des gens qui se disent, mais ces gens, on a parlé de la famille Tshombe, mais nous n'avons plus rien. Nous n'avons plus rien. Même nos biens, quand vous allez à Sando, vous allez à Kapanga, vous verrez dans quel état ça se trouve. Et ça, c'est le fait de cette guerre-là pour laquelle nous n'avons rien à voir. Le 11 juillet 1960, Tshombe déclare la sécession du Katanga, comme Kalonji Mlopwe et les autres. On nous accuse d'avoir fait la sécession. Pendant ce temps, Tshisekedi et Kalonji Albert, ils ont fait la sécession au Kasaï. Ils sont bénis. C'est injuste. J'ai une haine, je peux le dire aujourd'hui, que j'ai une haine qu'il y ait des buses, des premiers ministres dans le jardin de Matatampoy là. Mais qu'il n'y a pas de bus de Tshombe. C'est une insulte. Je ne sais pas. Non, je peux rester là. C'est une insulte. On met tout le monde, tous les premiers ministres, sauf Moïse Tshombe. Moïse Tshombe qui a organisé le premier les élections après les Belges. Le gouvernement ne pense pas du tout à nous. Mais si dans d'autres provinces, bon, on ne veut pas reconnaître, mais ici quand même, dans l'ancienne province du Katanga, je crois que beaucoup de gens se reconnaissent en lui et de son combat. L'avenue principale dans le territoire de Sandoa, ça s'appelle l'avenue Tshombe. Il y a un quartier à Sandoa qui s'appelle quartier Tshombe. La place principale de la ville de Lubumbashi, l'ancienne place de la Poste, ça s'appelle place Moïse Tshombe. Sur cette place, il y a un monument de Moïse Tshombe. C'est tout de même un signe qu'il y a tout de même des Katangais qui pensent que Moïse Tshombe nous a laissé la ligne à suivre et on continue à suivre tout de même cette ligne, même si on ne le dit pas. Nous devons être reconnaissants à la mairie de Lubumbashi pour nous avoir accordé la place Moïse Tshombe sur la place de la Poste et à Moïse Katumbi d'avoir érigé les monuments sur cette place-là. Avant lui, il y a eu des gouverneurs ici qui étaient katangais, personne n'a pensé à ça. Donc nous sommes reconnaissants envers et la mairie de Lubumbashi et à Moïse Katumbi pour ce qu'ils ont fait en reconnaissance de ce que Moïse a fait pour cette province et pour la République. Ce 11 juillet 2020, la sécession du Katanga a été déclarée il y a 60 ans. Il faut comprendre Païle Fouachi. Le 11 juillet, c'est la date où avait été proclamée l'indépendance du Katanga. Bon. Si nous revenons à l'histoire, en 1960, 4 jours après la proclamation de l'indépendance, il y a eu la mutinerie de la force publique sur l'ensemble du territoire, même ici à Lubumbashi. Alors il y a eu du désordre. Jusqu'à aujourd'hui, le Congo continue à payer les désordres de 1960. Alors pour mettre fin à ces désordres, d'ailleurs à l'époque, en 1960,
au mois de juin, à la proclamation de l'indépendance, Moïse Tshombe n'était pas ici. Comme gouverneur, ils avaient tous été invités aux cérémonies de la proclamation de l'indépendance à Kinshasa. Ils ont tous assisté au discours du Premier ministre, d'abord du roi Baudouin, du président Kasavubu et du Premier ministre Patrice Lumumba. Ils étaient tous à Kinshasa. Et jusqu'à les 4, ils étaient toujours à Kinshasa. Et il est revenu ici après le 4 juillet. Alors c'est en revenant ici, il y avait des troubles ici à Lubumbashi, puisque la force publique qui était ici, stationnée ici à Lubumbashi, c'était aussi mutiné. Alors il fallait mettre fin à ça. Comme nous avions la base militaire belge qui était à Kamina, on a fait appel à sa parachutiste pour mettre de l'ordre. Ils ont mis de l'ordre ici dans la province. Et alors la province a jugé que non, les désordres continuent sur l'ensemble du Congo, mais nous ne voulons pas. C'est comme ça qu'ils ont proclamé l'indépendance du Katanga. Mais l'indépendance du Katanga, dans la constitution même du Katanga, dans son premier article, disait qu'il laissait la place pour la réunification du Congo. Donc ce n'était pas une indépendance pour dire, voilà, nous nous séparons des Congolais. Non, non, non. C'était juste pour empêcher que la province ne sombre comme d'autres provinces à l'époque. On a réussi à maintenir une certaine stabilité dans cette province qui a permis au Congo de bénéficier toujours des richesses du Congo parce qu'il n'y avait pas de troubles à l'Union minière ni à la SNCC. Tout a continué à marcher ici normalement, ce qui n'était pas le cas dans d'autres provinces et en particulier à Kinshasa et au Kasaï où la guerre, Lumumba a essayé de récupérer la province du Kasaï qui s'était aussi proclamée indépendante comme la province du Katanga, ne l'oublions pas. Maintenant, le Katanga comme tel n'existe plus. Il a été morcelé en 4 provinces. Il y a le Haut-Katanga, le Lualaba, le Olomami ainsi que le Tanganyika. Donc les jeunes de ces 4 provinces issues de l'ancienne province du Katanga, c'est à eux de voir comment ils vont développer les provinces qui sont nées sur les cendres de la province du Katanga unifiée. Tshombe n'a jamais mis fin à l'état indépendant du Katanga du roi Léopold II. Même Tshombe n'a pas touché à ça. Tshombe a retiré seulement, a déclaré la fin de la sécession, et puis il est parti en exil. Il ne faudrait pas mélanger avec la sécession qui a fait croire à l'état indépendant du Katanga. L'état indépendant du Katanga existe depuis le roi Léopold II. Le roi Léopold II avait le Katanga et le Congo. En cédant à la Belgique, il a cédé le Katanga et le Congo. Mais on ne sait pas ce qui s'était passé pour que le Katanga se retrouve dans le Congo et c'est resté comme ça. Le Katanga est resté indépendant depuis sa création. Léopold II a tenté de supprimer le Katanga entre 1882 jusqu'à 1900. Il y a eu une crise entre lui et les Katangais. Quels sont ces Katangais? C'est ceux qui sont venus investir leurs capitaux dans la compagnie du Katanga, plus tard que l'on va appeler l'Union minière du Haut-Katanga. Et quand on parle de l'Union minière du Haut-Katanga, c'est tous les miniers du monde dans le Katanga. Donc vous comprenez, ils ne pouvaient pas accepter d'être soumis à la loi politique coloniale belge ou bien des privatisations par Léopold II, non. Et alors, pour assurer la bonne gestion des droits des uns et des autres, on va créer en date du 19 juin 1900 ce que l'on a appelé le comité spécial du Katanga. Le comité spécial du Katanga est créé le 19 juin 1900 pour gérer tous les droits de l'homme, de la nation et des puissances qui ne sont pas politisables, qui ne sont pas appropriables. Mais la Belgique a tenté même de placer le Katanga sous la loi coloniale
à partir du 16 décembre 1910, les Katangais se sont révoltés. Ils ont dit non. Quand je parle des Katangais, ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est les puissances, ceux qui constituent la puissance du Katanga. Ils ont refusé de se soumettre à la loi politique coloniale belge. Du 16 novembre, mais du 16 décembre 1910 jusqu'au 16 avril 1900, ils ont refusé d'apporter de nouveaux capitaux. Ils ont refusé de continuer avec les travaux du développement du Katanga qui avaient déjà été débutés. Et conséquence, la Belgique s'est rendue compte, je ne suis pas capable d'absorber les puissances du monde. Négocions avec ces puissances qui se retrouvent être intégrées dans le comité spécial du Katanga. Et alors, si nous nous mettons d'accord, en ce moment-là, on peut évoluer. Est-ce qu'un colonisé et un colonisateur peuvent s'entendre sur la gestion du domaine de colonisation? Non. C'est pour vous dire que le Katanga ne porte pas les stigmates de la politique coloniale belge. Sauf si nous nous mettons dans la perception politique, laquelle perception politique traduit beaucoup d'hérésies que l'on doit éviter. Il en est autant pour le Kivu, il en est autant pour les Grands Lacs. Malheureusement, ces choses sont torturées et ceux qui vont étudier en Belgique, ils n'accèdent pas à toute cette connaissance que je communique. Je n'invente rien, je n'ai que découvert les traces juridiques que la Belgique nous a cachées, que Léopold II nous a cachées. Le Katanga n'a pas existé à partir de 1960. Le Katanga a existé à partir du XVIIe siècle. L'identité katangaise est là. Et elle existe, et c'est pour cela que nous prenons l'unité du Katanga. Tout le monde sent cette nécessité-là, de l'identité katangaise. Et la République du Katanga, dans la sécession, qui a pris 3 ans, de 60 en février 63, si je m'en abuse, 2 ans et quelques mois, il ne va rien se passer. Mais l'indépendance du Katanga, il faut poser la question à la Belgique. Donc nous et la République démocratique du Congo, nous devons poser la question à la Belgique. Quand Kambo Léopold II vous a donné les Katanga et les Congo, vous avez fait le malaxage comment? C'est aux Belges de nous expliquer. Tchombe n'y est pour rien, sa mémoire doit être tranquille. Donc ce sont des choses à connaître. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. Et les Belges ne vous permettront pas de connaître ces choses. L'indépendance d'une portion de la population donnée dans un pays donné, c'est un droit reconnu. Mais comme vous le savez, nous en tant que légalistes, nous en tant que société civile, église au milieu du village, nous ne pouvons dire que le droit ne peut s'exercer que conformément à la Constitution. C'est un droit qui est reconnu, mais tout droit doit s'exercer conformément à la Constitution, conformément aux textes qui régissent le pays et surtout aussi conformément aux textes internationaux. Et c'est à ce moment-là que nous, en tant que société civile, nous pouvons accepter cela et surtout que nous voulons que les choses, j'insiste, et c'est très important, que tout ce qui se passe d'une manière pacifique, que seule la paix règne pour le développement en général de notre pays et en particulier de notre province ou de nos différentes provinces au sein du Grand Katanga. Il n'y a pas honte ou il n'y a pas du mal à poser la question. Nous interdisons seulement les profiteurs. Ceux-là qui veulent faire encore leur comédie comme le 11 octobre, comme le 28 mars, et qui veulent faire la comédie le 11, nous demandons aux forces armées de défendre le pays. Donc ce 11 juillet, c'est en mémoire de ce qui s'était passé le 11 juillet 1960. À l'époque, Tchombe n'avait pas l'intention de créer l'État indépendant du Katanga. Parce que jusque le 9
le 9 juillet, Tshombe était à Kinshasa. Il a assisté à la proclamation de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Mais dans les négociations, il a parlé avec Lumumba. Il lui a dit, voilà, monsieur le Premier ministre, nous sommes le Katanga. Et le Katanga, c'est le poumon économique de la République démocratique du Congo. Ce que nous vous demandons, c'est de nous donner quand même des ministères importants, compte tenu de notre contribution à la République. Et là, Lumumba ne l'avait pas compris. Lumumba dit non, le Congo appartient à tout le monde. Je vais vous donner ce que je voudrais vous donner. C'est ainsi qu'il va donner à la CONACAT le ministère de l'Éducation. Ce que Tshombe a refusé. Il a dit non. Nous, on doit prendre soit les finances, soit l'économie, compte tenu de l'apport, compte tenu de notre contribution dans l'assiette économique. Et comme Lumumba ne l'avait pas compris, c'est comme ça que Tshombe va rentrer le 9 juillet à Lubumbashi pour proclamer l'indépendance. Il dit non, ce que vous faites à Kinshasa, nous ne sommes pas d'accord. Mais quant à la position de l'indépendance du Katanga, l'indépendance est politique et la politique appelle un débat. Nous devons ouvrir les débats. Kumachowazi, pas en brousse ou à côté d'une frontière, non. Il faut aller à Kinshasa discuter. Donc aujourd'hui, si on veut parler de l'indépendance du Katanga, il faut associer les Belges, leur demander, votre grand-père, le nôtre, Léopold II, avait fait comment? Que s'était-il passé pendant qu'il remettait 2 États à la Belgique? Et en 1960, les Tshombe étaient à Kinshasa, à Léopoldville, pour prendre l'indépendance du Congo. C'est 11 jours plus tard que Tshombe a déclaré la sécession, pas l'indépendance, la sécession. Kalonji Ditunga, la sécession du Sud Kasaï. Il y a eu un certain Ilunga Banza qui a pris Kolwezi. Tshombe était à Lubumbashi dans sa sécession, mais Kolwezi était entre les mains d'un certain Ilunga Banza. Mweneditu était pris. Chikapa, indépendant. Jusque dans le Bas-Congo, dans l'est du pays, il y a eu plusieurs États indépendants qu'on ne met pas dans l'histoire. C'est pourquoi nous pensons que 60 ans après l'indépendance du Congo, 60 ans après qu'il y ait eu la sécession, mais le Katanga est indépendant plus de 120 ans. C'est en 1800 et quelques qu'il y avait un État qui s'appelait Katanga. Et quand les colonisateurs ont débarqué au fleuve Congo, ils ne s'étaient jamais avancés dans le Katanga. On ne sait plus entrer dans l'histoire, mais il y a la vraie histoire que dans ce Katanga, il y eut des rois qui ont régné. Et dans le Congo, on a donné plus le Bas-Congo, il y a eu aussi des rois. Et nous, dans le Lualaba, c'est-à-dire de ce côté, c'était collé dans ce qu'on a appelé l'État indépendant du Katanga. Maintenant, il faut questionner les Belges. D'où, nous aujourd'hui, fédéralistes tantôt nés unitaristes, aujourd'hui avec une constitution hybride, vous qui venez après nous, vous ne voyez que du noir. Même si aujourd'hui, le système actuel, c'est un système hybride, parti unitariste, parti fédéraliste, on sent quand même qu'il y a des provinces qui essaient de faire un effort. Quand vous voyez ici le Haut-Katanga, vous voyez le Lualaba, vous voyez le Tanganyika, quand vous voyez ici les avenues, vous voyez à Kolwezi, les avenues, vous voyez au Tanganyika, ce qu'on est en train de faire, ça donne tout de même un espoir qu'à l'avenir, ça ira mieux. Donc il faut changer, il faut choisir le système qui donne plus de pouvoir aux provinces pour pouvoir développer les pays. D'où nous pensons que les 60 ans d'âge de la RDC, notre génération et la génération de nos parents, nous devons nous mettre et nous
discuter véritablement. Mais moi, je vous propose à vous de nous proposer un schéma pour le développement. Mais le schéma actuel, vous rendez compte vous-même que ça ne donne pas de résultats. Le système actuel de rétrocession ne convient pas. Donc il n'y a pas que les 4 provinces du Katanga qui réclament le fédéralisme. Il y a aussi l'Ituri, il y a aussi d'autres provinces. Le Katanga peut devenir le Kivu, les Grands Lacs peuvent devenir des fédérations ou des États. Il faut avoir les lunettes stratégiques. Si vous ne voyez pas la chose sous la vision géostratégique et géopolitique, vous allez voir que c'est impossible. Mais si vous voyez la chose simplement avec les lunettes politiques, vous allez voir que c'est impossible. Avec les lunettes traditionnelles, vous n'aurez même pas le goût que vous vous mettiez à parler encore du Katanga, un État. Donc, il y a le Katanga État, cette fois-là, un État qui n'est pas politique, mais un État qui est apolitique. Une fédération qui prend de la place stratégique dans notre Katanga actuel, le Grand Katanga comme on le dit, et sur le chemin de fer jusqu'à Ilebo, sur le chemin de fer jusqu'à Lobito, 200 mètres à gauche, 200 mètres à droite du rail, ça s'appelle le Katanga, jusqu'à Lobito, jusqu'à Ilebo. Donc vous allez comprendre que si nous voyons ça encore par rapport aux mines, même le diamant du Kasaï, il a une identité commerciale internationale que l'on appelle le Katanga. L'Amiba n'a pas le statut du Kasaï, c'est le statut du Katanga. C'est pourquoi quand vous allez à la Gécamine, je ne sais pas aujourd'hui, à la Gécamine, il y a une direction ou une division qui est en connexion, qui représente l'Amiba ici à la Gécamine. Pourquoi? Parce que l'Amiba produit la matière qui a une identité internationale que l'on appelle le Katanga. C'est quoi? C'est le diamant. Donc vous comprenez. Mais maintenant, si vous dites que c'est possible ou ce n'est pas possible, ça dépend que l'on cherche à se mettre au niveau de la vision géostratégique et géopolitique. En ce moment-là, nous allons retrouver un programme général qui a été fixé pour le fonctionnement du Katanga, le fonctionnement des Grands Lacs, le fonctionnement du Kivu et le fonctionnement aussi d'Inga ou de la région de l'Est. Donc, chaque partie du Congo se retrouve être dans l'une de ces 4 grandes fédérations que je venais de citer. Et la fédération A, c'est le Katanga. C'est la première à être créée le 12 mars 1891. Quand on crée la fédération du Katanga, c'est une grande machine qui doit être la puissance en Afrique centrale, en Afrique tout entière et dans le monde, qui mobilise les grands capitaux pour la mise en valeur de nos potentialités naturelles dans les mines, le transport, l'agriculture, pêche et élevage. La première personne qui a lancé même le combat de Katangais, c'est Kishiba Alexis. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça. C'est Kishiba Alexis. Un jour, Kishiba avait écrit dans l'essor du Congo à l'époque, après les élections de 1957. Vous savez qu'il y avait à l'époque 4 communes ici, la commune Kenya, Katuba, Albert et Roachi. Alors, les 4 bourgmestres qui avaient été élus à cette époque, il n'y avait aucun Katangais. Et c'est à cette occasion que Kishiba Alexis écrira dans le sort du Congo « Katangais, où es-tu » Et le mouvement avait été lancé à cette époque qui a abouti à ce que vous connaissez comme les événements de la province du Katanga. Pourquoi il avait dit ça? C'est parce qu'aux élections de 1958, on a vu que dans la ville de Lubumbashi ici, nous avions perdu les élections dans plusieurs communes. C'est comme ça qu'il s'est écrit, mais Katangais, où es-tu?
Parce que nous étions bons pour les mines, nous étions bons pour, comme agents, comme cuisiniers, comme ceci, mais on ne s'occupait pas de la politique. Mais aujourd'hui aussi, nous devons apprendre à nous occuper de la politique. Donc le Katanga était géré d'une manière particulière, même à l'époque coloniale. Il y avait un gouverneur général au niveau de Kinshasa qui contrôlait tout le Congo, mais le Katanga avait son gouverneur général adjoint qui contrôlait uniquement le Katanga. Et le Katanga ne dépendait pas de Kinshasa. Voilà un peu d'où est venu l'esprit d'indépendance. Depuis l'époque coloniale, le Katanga ne dépendait pas de Kinshasa. Il y avait un gouverneur général qui s'occupait des Bandundu, de l'Équateur, du Bas-Congo, du Kivu, ainsi de suite, de la province orientale. Mais pour le Katanga, il y avait un gouverneur général adjoint. Et quand nous avons eu l'indépendance, il y avait un ministre chargé uniquement des affaires katangaises. Pourquoi il y avait un ministre chargé des affaires katangaises? Parce que le Katanga était le poumon économique. Donc il était géré d'une manière particulière. Et c'est ce que Tshombe avait demandé à Lumumba. Nous contribuons de manière spéciale. Tiens compte de cela. Parce que si vous ne tenez pas compte de ça, ce serait comme si nous sommes un territoire conquis où vous allez commencer à venir puiser vos richesses et pour nous appauvrir. Nous voulons avoir l'œil sur nos ressources, savoir comment cela peut nous profiter. Lorsque Kishiba Alexis parle de Katanga, où es-tu? C'est parce qu'il savait qu'à l'époque, 60% des ressources de la République du Congo venaient de cette province. Mais le pouvoir, lui, se trouvait à Kinshasa. Donc il fallait une gestion fédéraliste de telle sorte que la province du Katanga puisse bénéficier de ses propres ressources pour dire, bon voilà, nous sommes ici, nous contribuons pour 60% au budget du Congo. Bon, même les places auxquelles nous avions droit dans notre province, ça a été donné à d'autres personnes. Donc nous devons relever le défi et lancer les mouvements pour conquérir, si vous voulez, conquérir la place du Katanga dans la province du Katanga. En partant de ce message, donc, on a constitué la CONACAT qui était quelque part une association des associations tribales de la province du Katanga. Même la Balobakat, au départ, ils ont fait partie de la CONACAT. Ce n'est qu'après qu'ils ont quitté, ils ont formé la Balobakat. Mais au départ, ils étaient tous dans cette association. Bon, par la suite, bon, Sendwe a choisi un autre chemin. Alors ceux qui sont restés, les Monongo, les Kibwe et beaucoup d'autres, eux, ils ont continué les combats pour la valorisation de la population de cette province. Toutes les notabilités katangaises se sont regroupées pour faire face donc à ces mouvements. Et ils ont lancé la CONACAT. Comme vous le savez, la première personne qui a dirigé la CONACAT, c'était Monongo Godefroy. Mais comme lui était en même temps agent de l'État, il a cédé la place à Moïse Tshombe et Kibwe, Jean-Baptiste, qui ont pris la relève, qui ont fait le combat pour le fédéralisme pour la province du Katanga. Quand on a consacré la charte des Nations Unies dans son chapitre 11 de l'autodétermination, les jeunes gens en cette époque-là, comme Tshombe, étaient fondés sur le principe de l'indépendance. L'indépendance d'un État. L'État politique ou l'État stratégique. C'est pourquoi nous devons nous asseoir pour qu'on nous explique un peu qu'est-ce qui s'était-il passé avant 1885. Cet espace, c'était quoi? Et à la conférence de Berlin, qu'est-ce qui s'était passé? Regardez maintenant. Si jamais on n'appliquait pas ce système, nous sommes aujourd'hui, les entreprises minières sont aujourd'hui dans le Haut-Katanga et le Lualaba. Et vous savez que les entreprises minières sont des entreprises qui polluent terriblement. Bon, alors cette pollution, nous la subissons, mais ce sont d'autres personnes qui jouissent des ressources. Vous voyez qu'il y a un écart qu'il faut corriger. C'est la raison pour laquelle
il faut choisir le fédéralisme parce que ça va permettre à chaque province de se développer. Aujourd'hui, il est prévu 40%, les provinces doivent bénéficier de 40% des ressources produites dans chaque province. Mais ce n'est pas appliqué. Alors, aujourd'hui, on donne aux provinces, on leur donne quelque chose pour... mais ça ne permet pas aux provinces de se développer parce qu'elles ne bénéficient pas de 40% tel que ça avait été prévu par ceux qui ont donné naissance à la constitution actuelle de la République démocratique du Congo. Donc. Il y a un problème pratiquement de rétrocession qui continue jusqu'à ce jour comme la fois passée. C'est qu'il faut, je crois, que le gouvernement, il faut de la part du gouvernement qu'il y ait une volonté politique de voir la population vivre son bien-être. Vous serez d'accord avec moi qu'avec le régime actuel, les slogans, c'est le peuple d'abord. Est-ce que nous vivons cela? Oui, d'une manière ou d'une autre, mais d'une manière effective, il y a encore des problèmes. Voilà pourquoi nous demandons aux uns et aux autres de voir plus l'intérêt général que de privilégier les intérêts d'ordre personnel. À la population aussi, parce qu'ici, contrairement ailleurs, il y a ce qu'on appelle un État-nation. Le vouloir vivre ensemble nous manque, nous, en tant que population, 60 ans après. Il y a plus de divisions au sein de différentes communautés. Nous devons arrêter avec cela, être unis davantage et voir comme un seul homme pour notre bien-être. Si nous sommes divisés, c'est difficile qu'on soit compris par le gouvernement central. Alors, quand on a amené le découpage, on a compris que les gens n'aimaient pas le découpage, particulièrement au Katanga. Le découpage n'exclut pas, il faut le dire, qu'on parle de l'identité katangaise. C'est comme ça qu'on parle du Grand Katanga, c'est comme ça qu'on parle du Grand Kivu, ainsi de suite. Il faut dire que aussi, ici, il faut qu'il y ait cette volonté, encore une fois, de nos politiques, parce que le découpage ne signifie pas que l'identité katangaise doit disparaître. Et qui dit identité katangaise, c'est aussi, il faut le dire, se vouloir vivre ensemble en tant que Katangais pour le bien-être de nos différentes provinces démembrées, donc les 4 provinces démembrées. Donc il y a lieu qu'on parle encore de l'identité katangaise, bien que nous sommes dans les découpages. Et il faut souligner que le découpage ici, c'est un découpage qui est territorial pour permettre que les provinces aussi puissent se développer. C'est pourquoi nous sommes en train de prêcher l'unité katangaise. Le temps de l'union est venu. Nous voulons un jour voir Joseph Kabila et Moïse Katumbi se serrer la main. Nous voulons voir Kazembe et Kyungu là-bas se serrer la main. Nous voulons voir Mouyej et Mbaz être là-bas ensemble, se serrer la main. Nous voulons l'unité du Katanga. Ensemble, nous sommes forts. Divisés, nous sommes neutralisés, paralysés. Donc le Katanga doit se mettre ensemble. Qu'on soit de l'opposition, qu'on soit de la majorité. Le Katanga, c'est un état d'esprit. Le Katanga, c'est le sang. Vous savez, ce n'est pas pour la première fois que le Katanga soit découpé. Le premier gouverneur du Lualaba, fille d'Iour, on nous a changé du Katanga au Shaba. Le Katanga, nous avons eu un peu plusieurs configurations. C'est vrai aujourd'hui, la constitution nous permet de même changer, d'évoluer. On peut mettre le haut Katanga et le Lualaba se mettre ensemble pour le développement. Pourquoi pas les grands Katanga rentrer dans notre configuration? Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait un Katanga avec quoi? C'est-à-dire que le fédéralisme, avec les grands Katanga, Premier ministre avec notre Premier ministre, juste les gouverneurs qui vont rester dans les provinces découpées. C'est-à-dire que c'est possible. La volonté est là, nous devons nous mettre ensemble. Voilà pourquoi est-ce que tout ça, nous devons nous battre ensemble pour l'intérêt du Katanga et le bien-être des Katangais. Pourquoi nous les Katangais, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble? Parce que la Constitution nous le permet.
la Constitution, il y a un article de la Constitution qui dit que 2 ou 3 provinces peuvent se mettre ensemble pour défendre des projets communs. Voilà. Donc, tout ce que nous pouvons prêcher maintenant en mémoire de Moïse Tshombe, c'est l'unité du Katanga. Il y en a qui nous accusent que voilà, vous avez, c'est vous qui étiez à la base du découpage, tout ça. Non, on n'a pas coupé, on n'a pas fait le découpage des esprits. On n'a pas fait le découpage de l'esprit katangais, mais c'est un découpage administratif. Mais le Katanga, c'est d'abord l'esprit. C'est d'abord cet esprit, cette unité, cette histoire commune, cette culture commune. Voilà le Katanga. Pour faire un petit pont, quelque part, il faut toujours attendre que Kinshasa décide. Donc ici, vous produisez l'argent, vous envoyez à Kinshasa, et puis c'est Kinshasa qui doit vous retourner si Kinshasa approuve que votre pont soit construit. Je crois que ce sont des anomalies. Les provinces vivent de rétrocession. Quand vous entendez sur les médias, la plupart des assemblées provinciales, les députés provinciaux de la plupart des provinces du Congo ne sont pas payés. Elles totalisent aujourd'hui, il y en a qui totalisent peut-être une année, d'autres je ne sais pas combien de mois. Pourquoi? Parce qu'elles vivent de ces rétrocessions qui ne conviennent pas. Donc ça ne permet pas aux provinces de se développer puisque tout est bloqué à partir de Kinshasa. Donc c'est la raison pour laquelle le fédéralisme est mieux parce que ça permet aux provinces de se développer. Notre pays, dans la gestion unitaire, ça ne peut pas marcher. Mobutu a pratiqué ce système pendant plus de 30 ans, ça n'a rien donné. Donc on ne peut pas continuer avec les mêmes systèmes qui ne donnent pas de bons résultats. Il faut changer. Il ne faut pas, pour la jeunesse montante, il ne faut pas aller faire la réclamation du fédéralisme pour le Katanga. Il faut faire la réclamation du fédéralisme pour le Congo. Un fédéralisme de développement. À ce moment-là, si c'est un fédéralisme de développement, il n'y a pas de tribalisme. Lorsque vous demandez le fédéralisme avec un bâton à la main pour dire qui la monte quoi, quel fédéralisme? À ce moment-là, les gens ont peur du fédéralisme. Donc voilà, nous, tchombistes, le fédéralisme, c'est un fédéralisme de développement. Nous devons enlever certaines choses de notre tête. Ça ne sert à rien de chercher à ce que le Katanga soit un pays à part. Ça va changer quoi? Mais si nous parlons de la gestion de notre pays, en tant que Congo, nous sommes forts, mais nous devons trouver une forme de l'État permettant à ce que même celui qui est dans un village sente qu'il est gouverné. La solution pour moi, c'est le fédéralisme. Nous ne devons pas, nous sommes un grand pays. Ensemble, nous sommes forts. On nous respecte. On dit la République démocratique du Congo, un grand pays au cœur de l'Afrique. Mais nous devons simplement, et Tshombe l'avait proposé avant. Même en faisant la sécession, Tshombe ne voulait pas dire que voilà, nous sommes un pays à part. Non. Tshombe avait dit non, nous allons faire les États-Unis du Congo. C'est le mot qu'il avait utilisé. Ça voudrait dire des États fédérés comme aux États-Unis. Donc ici, les 6 provinces héritées de la colonisation. Chaque province a une administration pour rapprocher l'administration de l'administré. Il avait même dit, les gens lui prêtent beaucoup d'intention. Il avait dit, ce n'est pas par égoïsme. Ce n'est pas que nous voulons nous séparer des autres parce que nous sommes un pays riche. Non. C'est tout simplement à Kinshasa, il règne le désordre. Allez voir comment les maisons sont en train de pousser à Kinshasa, dans toute insolence. Alors demandez à ces gens qui sont à Kinshasa, ils ont quelle mine d'or, ils ont quelle mine d'argent, ils ont quelle mine de diamants ou de cobalt. Aucune mine. Donc c'est toutes les provinces qui sont au service de l'oligarchie quinoise. Alors pour mettre fin à cette oligarchie et permettre maintenant aux provinces de se développer, c'est pourquoi nous disons acceptons le fédéralisme. Parce que la constitution, la première constitution, à l'accession de notre pays à l'indépendance, nous avons fonctionné avec la loi fondamentale qui était conçue en Belgique. Mais la première constitution de 1964, qu'on appelle la constitution de Louabourg, qui avait été signée par Moïse Tshombe et
Munongo et Joseph Kasavubu. C'était une constitution qui prenait le fédéralisme. Et cette constitution a été acceptée par tous les Congolais. Nous avons beaucoup de nos parents, patrons, patriarches qui s'appellent notables katangais. Nous connaissons les notables katangais. Tu as évolué à Kinshasa, tu as tout construit à Kinshasa. Tu dis que non, je suis katangais. Non, tu es quinois. La tendance congolaise, elle est fédéraliste. Mais Mobutu nous a mis une marque de l'unitarisme copiée de Lumumba. Mais Mobutu a tronqué l'unitarisme de Lumumba et l'unitarisme a mal sonné dans les têtes des Congolais. C'est pourquoi l'UDPS fédéraliste, l'UNADEF fédéraliste, l'UFERI, l'UNAFEC et tout ça fédéraliste. Et aujourd'hui, vous voyez des LF, les fédéralistes, FONAFEC, des fédéralistes. Donc, les bas congolais sont des fédéralistes. Tout le monde pense gérer une certaine entité. Les gens qui étaient partis à Sun City, ils avaient dit que non, nous ne pouvons pas choisir le fédéralisme dès le départ parce que le pays vient de sortir d'une longue guerre. Alors, mais préparons l'avenir, préparons l'étape suivante pour atteindre le fédéralisme. Mais le mode actuel de gestion du Congo, c'est d'inspiration fédéraliste. Quand vous lisez le préambule de la constitution actuelle de la République du Congo, ils ont dit qu'ils ne vont pas adopter tout de suite le mode de gouvernement fédéraliste parce que bon, le Congo est encore fragile, surtout qu'en 2000, le Congo sortait d'une grande guerre. Donc, quelque part, ils ont reconstitué pratiquement la formule qui avait été retenue pendant la conférence de la table ronde. Donc, quelque part, l'idée du fédéralisme n'est pas abandonnée. Donc, parce que le mode, c'est la seule façon qu'il y a pour permettre au Congo de se développer. Je suis fédéraliste, je suis tchombiste, donc je suis fédéraliste. Et à mes enfants, je ne leur parle que de ça. Même ceux qui ont été à Sun City ont parlé aussi du fédéralisme. Donc, quelque part, ils se retrouvent dans l'idée que Moïse Tshombe a lancée. Les gens, ils mentent. Parce que moi, je suis un politologue. Les gens, ils mentent que le fédéralisme va favoriser l'implosion. Non, c'est faux. Le fédéralisme va favoriser le vivre ensemble. Il favorise d'abord à chaque province de se développer avec ses moyens propres, sans compter sur les autres. Et l'État devient un carrefour, un rendez-vous du donner et du recevoir. Il ne faut pas qu'il y ait certains qui ne travaillent pas, qui comptent simplement sur les autres. Non, le Congo est viable partout. Mais si nous parlons de la gestion de notre pays, en tant que Congo, nous sommes forts, mais nous devons trouver une forme de l'État permettant à ce que même celui qui est dans un village sente qu'il est gouverné. La solution pour moi, c'est le fédéralisme, afin que les provinces puissent avoir une pleine autonomie. Ou sinon, ce Congo ne va pas se développer. Étant au Katanga, je peux me demander, Katangais, où sommes-nous? D'où venons-nous? Où sommes-nous et où allons-nous? Donc nous venons d'une situation plus ou moins de développement, et aujourd'hui nous sommes dans la misère, et demain je ne sais pas si on va nous enterrer. À l'époque on disait même que Fouré à Katanga, Kulala, Kunya, Nakuria, donc ils pouvaient boire du 1er au 30, et tout en ayant à manger à la maison. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers une situation de pauvreté et de misère généralisée. 60 ans après l'indépendance, on n'a pas réussi à sortir même 1% de la population de la misère. Mais plus tard, avec Gédéon, nous avons remis les drapeaux de Tshombe aux Nations Unies. Nous sommes le 27 septembre 2016. Et Gédéon s'est rendu entre les mains du gouvernement congolais le 11 octobre 2016. D'où l'histoire de Katakatanga s'est arrêtée le jour où Gédéon a donné le drapeau de Tshombe aux Nations Unies. C'est pour attirer l'attention de quiconque. Les Katakatanga n'ont jamais existé. Ce qui se passe, ce sont des comédies, des politiques. Les politiciens savent ce qu'ils font.
La balkanisation, c'est un plan du monde extérieur. Ce n'est pas un plan des Congolais. C'est le monde extérieur qui veut balkaniser le pays. Pourquoi justement? Ils exploitent nos faiblesses. Ils exploitent le fait que la pauvreté et la misère continuent. C'est pourquoi nous parlons du fédéralisme avec 6 États hérités de la colonisation. Et à l'intérieur de ces États, il y a des provinces. Comme ça, aucune province n'est libre de se détacher. Chaque province est liée dans un État et dans un État fédéré. Et les États fédérés sont regroupés dans l'État fédéral, comme aux États-Unis. Est-ce que les États-Unis connaissent l'implosion? Il n'y a même pas ces velléités-là, ça n'existe pas. Pourtant, c'était des États qui s'étaient mis ensemble. Et ça évolue très bien. Vous constaterez qu'aujourd'hui, nous voulons imposer les mêmes lois à tout le monde, la même vision à tout le monde. Ce n'est pas possible. Les gens qui sont en Italie et les gens qui sont en Belgique, en Allemagne, ne peuvent pas avoir la même culture et la même vision. C'est ça que prend le fédéralisme. Aux États-Unis, avec cette pandémie que nous connaissons de Covid-19, chaque État gère la situation par rapport à son peuple. Si ici, chez nous, dans notre État, il n'y a aucun cas de Covid-19, pourquoi on doit paralyser toute l'économie, on doit paralyser toute la vie parce qu'on a trouvé 1 cas, 2 cas, 5 cas à Kinshasa? Vous trouvez ça normal? Si on était dans le fédéralisme, chaque État peut apprécier. Le gouvernement de l'État dit, ok, voilà, où est-ce qu'il y a les cas? Il y a les cas à Lubumbashi, ok, on isole Lubumbashi, Kolwezi continue à produire, continue à travailler. Gédéon a déclaré en Kilouba-4, vous aurez la vidéo, a déclaré en Kilouba-4 la fin de ces mouvements-là. C'est comme ça que le Mira naquit. Est-ce que tu peux dire une providence ratée? Un don de Dieu raté. Nous avons raté parce que on l'a tué pour une cause pas juste, la mort de Lumumba. C'est tout la raison pour laquelle nous disons, nous oublions notre passé douloureux, mais au moins qu'on nous remette dans notre droit. Réclamer votre droit, ce n'est pas un péché et la Constitution nous le permet. Et ça, nous allons faire des démarches pour demander au roi des Belges d'excuser de manière particulière le Katanga. Il faut qu'on souligne des excuses particulières du Katanga parce que nous en souffrons. On nous a collé inutilement l'assassinat de Lumumba. Tombé en est mort, Monongo en est mort, le Katanga est humilié sur ça. Et ça, nous allons demander au roi de pousser son courage jusqu'au bout en présentant des excuses au Katanga. On n'a exécuté personne au Katanga, du moins pas les Katangais. Ce que je connais, c'est qu'on est venu tuer Lumumba au Katanga. On est venu tuer Lumumba au Katanga, je reconnais. Mais quand on fait les fausses accusations, est-ce que ce sont les Katangais qui sont allés égorger Djibango à la prison des choses là-bas, sur l'avenue du Mythe Sud, du Kassi? Et ce sont les Katangais. En 1956, il y avait un Katangais au pouvoir. C'est une affaire belge, ça. Mais il meurt en prison, on dit que les Katangais. On nous dit même que les Katangais, je ne sais pas comment il parle dans le Lingala là. Mandarandele vient là-bas empoisonné par l'histoire de Malula à une cérémonie de réconciliation entre l'église catholique et le pouvoir à l'époque qui ne s'attendait pas. Alors, on fait le tour de verre là-bas, à la santé. Malula dit, oh non, échangeons un peu. Vous prenez mon verre et moi je prends le vôtre. Et bêtement, Mandarandele prend le verre de Malula qui était empoisonné par lui ou par eux, il va boire. Et quand il boit, on comprend qu'il va mourir. Il vient à Lubumbashi, il entre dans la salle de bain et il est mort. Il est mort au Katanga. Mais il est venu mourir au Katanga. Est-ce que c'est le Katanga qui l'a tué? Ce qui concerne les Belges,
c'est que par leur acte d'être venus exécuter Lumumba au Katanga, nous en souffrons. Le Katanga en souffre. Et donc, comme il a eu le courage de présenter des excuses, il faut d'une manière particulière qu'il mentionne 2 excuses sur la mort de Lumumba, qu'il dise aux Congolais que le Katanga est innocent. Nous n'avons rien, aucune responsabilité, le Katanga. Le Katanga n'a aucune responsabilité sur la mort de Lumumba. Sincèrement, nous sommes de ceux-là qui pensent que la violence, d'une manière générale, ne construit pas. Pendant cette période, nous avons besoin des efforts des uns et des autres. Nous avons besoin qu'il y ait l'unité. Et cela va nous amener à la paix et au développement de notre pays en général et en particulier de notre province. Nous demandons aux uns et aux autres de privilégier le dialogue, de privilégier ce qui peut nous amener de l'avant, de tenir compte des aspirations profondes de la population. Ici, nous voyons le gouvernement, et à la population de faire très attention, de regarder comme un seul homme vers notre avenir.